Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui prônent la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. Donc là, je suis au fond de la vallée du Val-Gaudemar et c'est le plein hiver, là, c'est janvier. Et on est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et les sommets autour sont au-dessus de 3005. Les grands sommets, il y a les Rouys ici, il y a l'Olan, il y a le Sirac là-bas derrière, le pic des Opillous et puis le mont Giaubernay qui est au fond de la vallée vraiment. Bon, on est vraiment au cœur du parc national des Écrins, là, de la zone cœur du parc. Alors, évidemment, avec ces versants très escarpés et puis nous posés en bas, là, le soleil ne vient pas pendant plusieurs semaines, en hiver, parfois plusieurs mois, sur certains endroits. Il fait assez froid, il y a de la neige. Donc juste en face, là, de moi, il y a une aire d'aigle que l'on contrôle, c'est-à-dire qu'on regarde s'il y a quelque chose dedans, si les oiseaux y vont, et si ça tourne autour, en fait. Et on entend au loin, là, un grand corbeau, justement. Il y a des grands corbeaux. Il doit y avoir peut-être un cadavre d'animal. Donc, si c'est le cas, c'est pas mal pour nos oiseaux, pour les aigles, parce qu'il faut savoir qu'en hiver, toute l'année même, ils sont charognards, assez facilement charognards. Et puis, pour les gypaètes, puisqu'également dans cette vallée, il y a des gypaètes barbus qu'on va également peut-être observer. Alors, ce qui est vachement curieux avec cet oiseau, c'est qu'il est sans doute le seul au monde, comme oiseau, à manger des os. Et parfois, ils sont trop gros pour qu'il les gobe directement. Déjà, quand il s'avale un tibia de chamois avec le sabot, s'il vous plaît, c'est déjà pas mal. Mais là, il va les casser. Alors, j'ai observé ça déjà. Il est avec son os, il tourne un peu, il prend un peu d'altitude, il le lâche, et en même temps que son os part, il ferme les ailes, et il tombe en tourbillonnant comme ça, avant de faire un gros freinage, et puis il se met en quête de le retrouver parmi les blocs au pied. C'est pas très fréquent de voir ça, mais il le fait sans doute très régulièrement. Ah, ça y est, là je pense que il est en train de faire des allers-retours devant la paroi au sud, à la Drée, là. Et ça, c'est bon signe. C'est peut-être qu'il va traverser. Là, il tourne encore un peu. Ouais, là, il traverse tout droit. Là, il volait juste sur le sud et il traverse sur le versant nord. Et il va arriver. Ah, c'est joli, là. Alors, oh là, ça y est, il s'est posé. Alors, ce qu'il a fait, c'est de plonger un peu sous l'air et puis il est monté par une petite ressource, 2 ou 3 battements d'ailes pour vraiment s'équilibrer, poser ses pattes sur le bord de l'aile, se basculer un peu vers l'avant, ça l'a un peu déséquilibré, la vitesse de son arrivée, et puis là voilà. Et maintenant, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il s'installe et il tourne un petit peu. Et voilà, ça y est, on le voit s'abaisser sur le nid et se dandiner de gauche et de droite. À mon avis, c'est pour caler l'œuf au plus près de la partie chaude de son ventre. Là. Voilà, ça y est, fini. On ne voit plus que la queue et la tête. L'affaire est terminée. C'est super. Et l'autre a dû partir pendant que je regardais celui-là arriver. Parce qu'en général, les relèves, c'est ça. Quand il y en a un qui arrive, l'autre part parfois un peu avant, mais parfois au moment où l'oiseau se pose sur l'herbe. Il y a des naturalistes qui nous font prendre de la hauteur, de l'altitude en haute montagne et de la hauteur avec les grands rapaces, qui nous emmènent là-haut jusqu'au ciel.
Christian, dit Koulou, nous élève aussi à d'autres dimensions, d'autres envergures, alpines. Celle de l'imaginaire des aigles et des gypaètes qui sont de retour dans les Alpes. Car une montagne sans ses oiseaux, est-ce vraiment la montagne ? Tous les matins, je regarde par la fenêtre. On est en hiver et je vois les montagnes enneigées. Ces montagnes, c'est la fin de la chaîne du Parpaillon qui vient plonger dans le lac de Serponçon avec les forêts et la belle forêt de Boscodon. Et puis la montagne de Crau qui est une très très belle montagne. Et quand je vois ça, l'émotion qui me vient là, c'est « t'as de la chance ». J'ai vraiment de la chance de voir ça. J'ai toujours espéré le faire. Et maintenant, je l'ai devant ma fenêtre. Donc, je suis un homme heureux parce que c'est beau. Et je me dis que je suis là où je dois être. Et j'ai rêvé de ça toute mon enfance, sans en avoir conscience au début, mais après, oui. Et je l'ai sous les yeux maintenant. C'est super. Voilà, je suis un petit enfant de la région parisienne, Montrouge exactement. Et d'ailleurs, cette enfance-là, je la rapproche à la chanson de Maxime Le Forestier, Comme un arbre dans la ville, parce que j'avais bien l'impression à cette époque, je ressentais vraiment ça, j'étais pas à ma place, quoi. Alors, l'évasion, c'était... Mon grand-père avait une petite maison de campagne en Seine-et-Marne, et tous les week-ends, on allait dans cette région-là, en Seine-et-Marne. On est allé se promener une fois dans la forêt, où seul j'aurais été perdu, et où il me montrait un peu les arbres, un peu les champignons, on allait en champignons, et puis ça s'est un peu arrêté là. Alors ça fait pas beaucoup de souvenirs de nature enfant, hein, ce qui a engendré une grande frustration, je pense. Donc, c'est après que, avec un prêtre qui accueillait des jeunes comme moi de la ville, et il nous emmenait faire des camps d'ados en montagne. Et ça a vraiment été un choc pour moi, c'est un choc émotionnel très fort. Je trouvais ça très beau. J'ai vite eu envie, avec le temps, de grimper dessus. C'était vraiment cette découverte de l'effort. L'effort pour y parvenir, à lutter contre soi-même, contre une faiblesse qui aurait été de dire « Non, ben, j'arrête, je suis fatigué. » Non. J'ai soif, ben, je continue quand même. J'ai un peu peur. Bah ouais, mais bon, il faut que je prenne un peu sur moi, quand même. Quand on arrive là-haut, c'est un peu comme les gars du Vendée Globe. Je crois que c'est une grosse décharge émotionnelle d'avoir réussi à faire quelque chose. Voilà, faire quelque chose qui m'a engagé personnellement, où je me suis un peu tiré sur la couenne et dont j'étais très fier. Même si c'était une petite bosse de montagne à vache, c'était des conquêtes formidables pour moi. Alors, ma vie scolaire, étudiante, donc j'étais à l'école de chimie à Paris et je me suis rendu compte que d'abord je foutais rien. Et puis, j'ai vraiment eu envie de partir vers ce qui est devenu mon destin. Hein. Et j'ai, pendant quelques années, travaillé à l'UCPA, à la fois l'été, comme moniteur d'escalade, et puis l'hiver, comme moniteur de ski, parce que j'ai progressé assez vite au début, et j'ai obtenu les diplômes de ski. Et après, mon regard, c'est toujours dans la montagne, mais c'est incrusté dans la nature de la montagne. Parce qu'on est sans doute prêt, sans le savoir, à quelque chose, et puis un jour, on croise ce pourquoi sans doute on est fait. Et ce jour-là, tu as vraiment trouvé ton karma. Et à ce moment-là, tu fais tout pour y accéder. Et à l'école de ski,
Ça, je m'en souviens parfaitement. Et il y a un gars de Réalon qui était là et qui dit « Tiens, je vais passer le concours au Parc des Écrins ». Ouh là là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Parce que ça, je ne savais pas. Oui, alors, avec cet espoir que j'avais depuis l'enfance, qui était tenace et fort, de vivre dans la montagne, pour la montagne, par la montagne, quel plus beau métier que celui de garde. Alors du coup, je me suis inscrit au concours et au miracle, j'ai réussi le concours. Je me souviens de la grande émotion, c'est un courrier qui est arrivé, j'ai ouvert le courrier avec le cœur qui battait parce que... Et vous êtes nommé à Réalon. J'ai relu, je ne sais pas combien de fois pour dire est-ce que c'est vrai, je me suis passé quoi. Alors vite, c'est où Réalon? Et j'ai su où c'était très rapidement. J'étais moniteur à l'époque quand j'ai reçu ce courrier aux Ors. C'était une vallée en face quoi. Et en 1974, au mois d'avril, je participais au premier stage de formation de l'ensemble des gardes du parc pour être nommé à Réalon le 20 mai 1974. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé ma vie. Pendant cette vie au Parc national des Écrins, et depuis le début, évidemment, il y a plein de bêtes qui ont attiré mon attention. Mais parmi elles, il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'aigle royal. On me pose souvent la question, pourquoi? Parce qu'il incarne la liberté, parce que c'est beau, parce que ça va vite, parce que... voilà. En fait, je ne sais pas pourquoi. Et l'aigle, pour moi, ça m'a tout de suite beaucoup intéressé. Et je me suis investi de manière plus scientifique, entre guillemets, bien entendu, dans la population des aigles royaux du Parc des Écrins. Un jour, je grimpais sur un petit sommet et c'était un peu raide, mais pas vraiment beaucoup. Je mettais les mains, je regardais où je mettais les pieds et je vais contourner une arête pour regarder ce qu'il y avait dans le vallon derrière, parce que ça, c'est quelque chose qui est formidable. Là, déboucher sur une arête pour regarder ce qu'il y a derrière, c'est super. Et derrière, il y avait là, mais à 2 mètres, un aigle royal qui était posé. Et je l'ai dérangé. On a échangé un regard, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était furtif. Et il s'est envolé. Il est parti vivre sa vie, et moi, je l'ai regardé. Waouh! Et c'était pas le premier waouh, ni le dernier d'ailleurs, en voyant l'aigle royal, parce que ça inspire vraiment de l'admiration. L'aigle royal, cet oiseau qui est un vrai prédateur, qui est le super prédateur chez nous, chez les oiseaux, qui peut voler très très vite, qui peut aller très très haut, qui est capable d'une force prodigieuse dans les pattes, mais qui ne pèse que 4 kilos, contrairement à ce que tout le monde pense. Les aigles royaux sont des oiseaux qui sont très adaptés et très adaptables, parce qu'ils vivent aussi bien dans le désert que dans les montagnes. Mais dans les montagnes, chacun le sait, la vie est un peu plus dure. Mais ils ont tous les arguments pour ça. Ils se déplacent facilement, la mobilité elle n'est pas entravée par la neige par exemple. Ils se débrouillent très bien pour voler. Ils sont peu gourmands, ils peuvent jeûner plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Donc ils sont adaptés à ça. Et puis cette mobilité leur permet d'aller visiter loin un peu partout et de trouver soit une proie, soit une carcasse, parce que les conditions les plus dures évidemment c'est en hiver. En hiver les jours sont plus courts, il fait froid, donc moins de temps pour chasser, besoin en énergie supplémentaire. Mais il y a quelque chose de pas mal dans cette histoire pour les aigles, c'est qu'il y a de la mortalité. Chez les chamois, chez tous ces ongulés-là. Donc,
ils ont de quoi se nourrir avec ça. Arrive le printemps, là, chez nous, il y a les marmottes. Là, ils se frisent les moustaches, les aigles. C'est très facile pour eux à choper, c'est pile la taille. Par surprise, c'est facile. L'aigle royal, il construit des nids en branches qu'on appelle des airs. Bon, c'est le rapace, c'est comme ça qu'on appelle leur nid. Et les airs sont quand même assez camouflés. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas perchés au sommet d'un arbre, mais ils sont dans des parois. Et ils sont très difficiles à découvrir. Alors, la quête, la recherche d'une aire d'aigle royal, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça m'a apporté beaucoup d'émotions. Parce que le jour où on découvre une aire d'aigle, et c'est toujours pareil aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après, ça fait toujours un boum boum dans le cœur. Franchement, on a l'impression de lever un voile et puis de réussir une enquête à la Sherlock Holmes. Là, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, l'aire d'aigle qui est devant nous, là, elle est plein d'or. C'est pas le cas de toutes d'ailleurs. Mais elle est constituée de branchages, de rameaux, de branches jusqu'à 2 cm de diamètre, peut-être pas des gros trucs parfois, ils montent des branches. Et chaque année, depuis des siècles, je pense, les oiseaux réutilisent une année oui, une année non, ces aires, et elles s'épaississent à mesure. Il y en a qui mesurent 2-3 mètres d'épaisseur. Ce sont des constructions véritablement qui signalent la présence d'un couple, présence actuelle ou ancienne. Ça nous sert à savoir que l'aigle était là quand il a disparu. Et quand il revient, il retrouve tous ces résidences secondaires là, qui ont été construites par ses ascendants, par ses parents. Voilà. Et ça peut faire plusieurs mètres cubes, une aire d'aigle, avec le temps. En général, l'aigle est assez peu difficile pour installer son aire. Il peut la mettre dans un arbre. Ici, l'aigle est installé dans une grande falaise qui fait plus de 100 mètres de haut, je pense, à peu près, dans un versant très très raide. Quand on connaît une aire, après, on va pouvoir mieux savoir ce qu'il fait, puisque c'est important pour lui. Puis on s'est aperçu rapidement qu'il n'en avait pas qu'une. Il peut en avoir 2, 3, 4, jusqu'à 15. Le même couple d'aigles royaux. Donc on n'a jamais fini. Donc ça, la recherche des airs, et de trouver ça, c'est toujours extraordinaire. C'est au mois de février que ça commence vraiment à bouger chez les aigles royaux. Il faut dire une chose, c'est que l'aigle royal, s'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort, il est extrêmement acariâtre. Il ne supporte pas la présence d'un autre aigle sur son territoire. Il est très très territorial. Donc, toute l'année, mais particulièrement à la période qui précède la reproduction, et ensuite, dès qu'il y a un autre individu qui se présente, il le chasse. Et comment il le chasse ? D'abord, il le prévient. Il lui envoie des signes qu'on interprète souvent comme étant des parades, sans doute, mais aussi et peut-être surtout
ce sont des signaux de « là, tu vas pas plus loin, tu t'en vas ». Ce sont ce qu'on appelle des festons. Les festons, c'est des vols, donc une plongée avec une accélération très rapide. Ce qu'on appelle chez les aviateurs, c'est une ressource, donc il s'appuie sur l'air. Et par l'élan qui remonte, quelques battements d'ailes pour gagner encore un peu de hauteur, et il bascule pour replonger, et ça à plusieurs reprises. Et ça veut dire il y a un intrus dans le coin. Et ça, on l'a vérifié vraiment de manière systématique. Après ça, ils vont s'accoupler. Avant de pondre, évidemment, pour que les œufs soient fertiles. Et l'accouplement se fait sur un rocher, sur une crête. Et au début, c'était waouh, j'ai assisté à un accouplement d'aigles, c'est extraordinaire. Puis avec le temps, on s'aperçoit qu'ils n'arrêtent pas. Donc j'en ai vu des dizaines d'accouplements d'aigles royaux quand c'est la période. Et donc ils sont perchés sur le rocher, le mâle se met là où il doit être. Et puis ça dure quelques secondes seulement. Ils se séparent, ils restent un petit moment comme ça. Et puis il y en a l'un des deux, c'est plutôt souvent le mâle qui s'en va, qui va faire un tour et puis qui peut revenir. 1 heure après, recommencer. Et puis après, il va y avoir la période de la ponte. Pour savoir s'ils ont pondu, il faut savoir où il y a le nid. D'où tout ce travail de quête qui précède. Alors on va d'abord faire le tour de tous les nids qu'on connaît, à plusieurs reprises. Et là, il faut attendre qu'il y ait une relève. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'en va et l'autre qui arrive. En général, sur mes observations, on voit arriver se poser un aigle, c'est très très beau, c'est très élégant. Et celui qui était en train de couver part, et celui qui va couver s'installe et se tortille délicatement pour se caler sur l'œuf. Voilà. Ça, c'est la période de couvaison qui va durer 1 mois et demi en gros. Puis après un poussin, 2, avec des problèmes entre les poussins, puisque l'aîné a tendance à, s'il n'y a pas beaucoup à manger notamment, à embêter le jeune, jusqu'à le tuer, lui donner des coups de bec. Et puis ensuite, ils peuvent aller tous les deux jusqu'au bout, ça arrive dans 10-15% des cas à peu près. Et sinon, il est mort. C'est une stratégie de survie, pas individuelle, mais pour la population en fait. Effectivement, quand on observe une aire d'aigle et qu'on voit le poussin mourir, ou les deux, c'est dur, mais peut-être que globalement, c'est normal. Enfin, de toute façon, c'est ce qui se passe et ça marche. Voilà. Les aigles royaux, donc, quand ils vont s'envoler, au bout de quelques mois, ils vont quitter le nid, et là, un seul essai. Parce que l'aire, elle est peut-être perchée à 200 mètres en haut d'une falaise, et ça se passe en général bien, quoi, parce qu'ils sont prêts pour le faire, sauf s'ils sont dérangés, et que l'envol est prématuré. Bref. Et là, pendant quelques mois, ils vont rester dans le territoire de leurs parents, qui vont suivre, ils vont regarder comment ça se passe, ils vont avoir un apprentissage, une période d'apprentissage. Et puis après, les parents vont les virer. Parce qu'il est comme ça, l'aigle royal. Il ne supporte pas les autres aigles, y compris ses petits, au bout d'un moment. On s'est aperçu qu'ils avaient un territoire qu'ils n'en sortaient pas. C'est comme des murs autour. Vraiment. Et puis les jeunes, au contraire, quand arrive le début de l'année suivante, au bout de quelques mois, ils vont partir. Donc ils ont une grande période d'errance qui est une période de risque, de mortalité importante. Ils savent pas, ils se font tirer dessus, ils se font électrocuter en se posant sur des poteaux électriques, ils percutent les câbles, enfin ils ont des tas de misères, ils peuvent s'empoisonner avec des poisons qui leur sont pas destinés, et ça, c'est quand même dommage, parce que la durée de vie d'un aigle royal dans la population moyenne, c'est une 25 ans, et les jeunes ont une espérance de vie qui est très limitée au début, quoi.
Ils peuvent se faire tuer par un autre aigle. C'est fréquent. Et les adultes aussi. Les combats intraspécifiques, donc à l'intérieur de l'espèce de l'aigle, entre les aigles, c'est quelque chose qui compte dans la mortalité générale. Vraiment. Alors, après toutes ces années de suivi de la population des aigles royaux du coin, c'est quand même très très satisfaisant d'avoir été le témoin d'une évolution positive de ces oiseaux. Mais on a quand même réellement vu une augmentation significative et la reconquête de territoires autour. Donc je suis très content de voir ça. Maintenant, voir un aigle royal, c'est pas du tout rare. Il suffit de regarder. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne. Quand on se promène dans la nature, il faut être tous les radars en marche, sur on. C'est-à-dire que les oreilles, les yeux, l'odorat aussi, et puis le cœur. Parce que c'est important d'être en attente, complètement connecté à ce qui peut arriver. Ça, c'est très important. Et quand on se promène, on étonne toujours les gens en disant « Mais ouais, tu vois tout, toi, tu es tout ça ». Simplement qu'on a ouvert les yeux, c'est tout. On a ouvert le cœur et les sens. Voilà. Quand je promène dans la nature, à force de la parcourir, à force de mieux la connaître, j'ai l'impression d'être un peu chez moi. Et si les espèces sauvages, les bêtes, communiquent entre elles, je communique avec elles aussi. En connaissant les chants d'oiseaux, dans la forêt, je sais où je suis. Parce que justement, c'est une ambiance complète, totale, qui fait que je suis en connexion. Et ça, par exemple, les marmottes me parlent. Mais elles parlent à tout le monde. Sauf que c'est du chinois pour les gens, mais pour nous, quand elles sifflent un grand coup, qu'elles crient parce qu'elles ne sifflent pas, un seul cri, c'est connu, c'est qu'il y a un danger qui vient du ciel. Et bien si ça, c'est pas de la communication entre les marmottes et les humains, je me demande ce que ça peut être. Lorsque on découvre des traces dans la neige et qu'on est capable de savoir qui est passé par là, c'est un message. Peut-être pas volontairement, mais moi, je le lis ce message. Et je dis là, il y a un chamois qui est passé, il y a un lièvre variable, parce que ce sont des traces qu'on reconnaît facilement. Voilà, je suis en connexion. La gypaète barbue, voilà un grand oiseau magnifique, totalement inoffensif, qui a disparu parce qu'on l'a persécuté. La persécution, c'est le tir, c'est le dénichage, c'est le poison, parce que à cette époque, on connaissait pas. Vous savez, quand on connaît pas, on n'aime pas, et on a peur. Donc les gypaètes ont malheureusement été victimes de ça. Bon, il fallait réparer tout ça. Et des biologistes, il y a quelques décennies, ont décidé non, c'est pas normal que dans le ciel des Alpes, les gypaètes ne volent plus. Alors, un grand programme de réintroduction s'est mis en œuvre. Et il a commencé par la récupération d'oiseaux d'individus dans des eaux qui ont été rassemblés dans des centres d'élevage. On est arrivé à un pool de géniteurs en captivité qui a permis de relâcher les poussins. Donc, premier poussin en 1986 en Autriche, 2 ou 4 poussins, je ne sais plus. Et puis tous les ans, des poussins étaient relâchés. Et ça fait une quarantaine d'années. Et petit à petit, les oiseaux se sont installés, se sont reproduits. Et aujourd'hui, pour faire vite,
la reproduction dans la nature produit plus d'oiseaux que ceux qui sont en captivité. L'année dernière, en 2024, il y a eu une cinquantaine, 50, 49 ou 50 poussins, je crois. Poussins nés dans la nature 40 ans après. C'est incroyable. La première reproduction, elle a lieu à peu près 10 ans après les premiers lâchers. Et aujourd'hui, les gypaètes se dispersent, se forment en couple. Et maintenant, on les voit dans les écrins, comme un peu partout dans les Alpes. On est au mois de juin et je reçois un email d'un Belge qui avait participé au comptage et avec qui j'avais gardé le contact. Et dans son message, il me dit « Je vois 2 gypaètes à la cascade du Cassé, au fond de la vallée du Val-Godemar. » Ouh là là, je dis « Mais ça, c'est que c'est intéressant. » Alors, je préviens les collègues autour, là, je dis « Écoutez, là, c'est intéressant, il va falloir qu'on se mette sur le coup, parce que 2 adultes ensemble, c'est quand même pas mal. » Et au mois de septembre, je vais sur place, dans le Val-Godemar, et je regarde un peu ce qui se passe. Je vois effectivement des gypaètes qui tournent. Et comme j'ai un peu l'habitude avec les aigles, il y en a un qui prend de l'altitude en tournant, là, en décrivant des cercles, et tout à coup, prendre une direction. Il dit, oula, lui, il va quelque part, et il se pose sur un petit tas de branches. D'où Jésus, un tas de branches. Ce serait pas des fois une aire, ça? Et effectivement, l'autre oiseau l'a rejoint, et ils ont bidouillé là-bas dedans, ils ont un petit peu arrangé les branches, et en fait, c'était la découverte, pour moi, la première fois que je voyais un oiseau, un gypaète barbu, et depuis on le suit, et ce couple-là nous fait tout et le reste. Il est très présent, il y a des aigles royaux qui se mélangent avec, le faucon pèlerin, c'est un bazar dans le Val-Godemar, ça rime d'ailleurs, c'est vachement bien, Val-Godemar pour ça. L'observation des gypaètes barbus m'a amené à me rendre compte que la vie sauvage, c'était pas toujours la bibliothèque rose. Voilà. Et que il y avait des entourloupes et des écarts par rapport à la conjugalité rêvée que l'on peut attendre, ou dont on parle depuis toujours sur les oiseaux, le couple uni pour la vie. Eh ben, ça marche pas comme ça. Et on s'est aperçu que chez le gypaète barbu, par exemple, vous allez avoir des cas où il y a des ménages à 3, des trios, qui avaient des couples homosexuels, 2 mâles qui vivent ensemble, et qui avaient, alors ça je l'ai observé dans le Val-Godemar, des événements totalement inattendus. C'est un pote qui l'a filmé d'ailleurs, Bertoche, et il a vu 2 gypaètes qui étaient posés à côté d'une carcasse de chamois. Ils étaient en train de manger. Et puis non loin de là, il y avait un jeune gypaète barbu qui était là aussi, mais bon. Et on voit les gypaètes sur sa vidéo qui s'éloignent de la carcasse, mais pas plus que ça, ils s'éloignent à pied en marchant. Et on voit arriver un aigle, et l'aigle se pose sur la carcasse. Alors là, on est très surpris, parce qu'entre l'aigle et le gypaète, c'est pas toujours des relations cordiales, hein. Et l'aigle se met à manger sur ce que consommaient les gypaètes. Pendant quelques minutes, ça continue comme ça, puis il y a un des gypaètes qui se rapproche de l'aigle, et c'est peut-être à 1 mètre du gypaète. Et quelques secondes après, quelques instants après, l'autre gypaète arrive, monte sur le premier gypaète et s'accouple, sous le nez de l'aigle royal qui, lui, continue de bouffer tranquille sa barbaque. Une fois qu'il a eu fait son affaire, il saute par-dessus l'aigle royal, se pose, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Comme quoi, on a des attentes par rapport au comportement des animaux qui ne sont pas du tout celles qui se produisent réellement dans la nature. Et pour ça, les caméras pièges, les
balises GPS nous en apprennent énormément. Notamment sur le turnover, le remplacement régulier au sein des couples. Tant qu'on n'avait pas les balises GPS et les bagues pour voir, on ne pouvait pas être sûr qu'il y ait eu un changement dans le couple. Et en fait, ça se produit régulièrement. Chez les gypaètes, chez les aigles, chez les oiseaux, je ne sais pas chez tous les oiseaux, mais chez ceux-là, c'est sûr. Et voilà, c'est la retraite. Donc, qu'est-ce qui se profile devant cette nouvelle porte qui s'ouvre sur un domaine inconnu ? Pour moi, c'était pas difficile. Je savais déjà que sur le domaine de la nature et essentiellement, principalement des rapaces, j'allais faire quelque chose. Et avec des amis, on a créé une association qui s'appelle Envergure Alpine, dont l'objectif était de continuer ce que je faisais au parc, continuer la surveillance des populations d'aigles, de vautours, un arrivant assez récent dans les Alpes, du gypaète barbu, et de rassembler autour de ça et de communiquer le plus possible de gens. La plus grande réussite, c'est d'avoir connecté des gens ensemble, autour évidemment de l'observation des gypaètes, des projets, mais d'avoir créé des liens amicaux. Toute cette vie-là, avec les bêtes, ça fait que quand elles y sont pas, elles me manquent en fait, et que je les recherche. Et actuellement, dans cette période finale de mon existence, j'ai besoin, et je sors très souvent pour aller voir la nature et principalement les rapaces, hein, bien sûr. La satisfaction que me donne l'observation de la nature, la communion avec la nature, ça serait trop dommage de ne pas le partager. Et dans le boulot de garde, qui s'appelle garde moniteur d'ailleurs, la partie moniteur, c'est le partage. C'est le partage. Et je suis très sincère quand je dis ça, je vais vous dire, mais j'ai jamais oublié, quand j'étais en ville, je pensais à la montagne, depuis les bancs de l'école et un peu plus tard de l'école de chimie. Aujourd'hui, quand je suis dans la nature, qu'il y a le soleil, je pense à la ville, aux gens qui sont dans les embouteillages, dans le bruit. C'est pour ça que, et j'ai eu l'occasion de le faire, par des médias, par la radio, par des bouquins, par des conférences, faire un peu ouvrir des portes aux gens qui écoutent ou qui me posent des questions, parce que ça peut leur apporter beaucoup, quoi. Christian sait bien que transmettre sa passion des grands rapaces contribue à les faire connaître. Et les connaître, c'est mieux les apprécier, donc à terme les protéger. Alors, il ne cesse de partager ses connaissances à l'observation des aigles, des gypaètes et autres vautours qui tournoient à nouveau dans le ciel des écrins. Merci sincèrement à Christian Kouloumi pour son accueil et pour nous avoir guidés sur le terrain. Nos remerciements aussi à Stanislas Wroza pour l'accès à la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle et au Parc National des Écrins pour le parrainage du podcast. Cet épisode est enregistré et réalisé par Laurent Sistac avec la voix de Zora Descrivelles et la musique de Sésame Music Agency. Une production La Belle Échappée.